Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle séance de questions-réponses tech. Je vous rappelle, une fois par mois, je sors une vidéo où je réponds à vos questions au niveau tech, donc que ce soit par exemple « Oh ok, est-ce que c'est mieux un water cooling ou un refroidissement à air ?» et puis j'essaye d'y répondre. Ce ne sont pas des questions forcément personnelles pour moi, ce sont des questions tech de manière générale. Du coup, j'ai pris une dizaine de questions sur la vidéo du mois dernier. Je vous invite à d'ailleurs déjà laisser vos questions sous cette vidéo-ci. Bon, regardez si elle n'est pas sur cette vidéo-ci, évidemment. Vous avez une table des matières dans la description et sur la barre de lecture. Comme ça, vous pouvez sauter vers la question qui vous intéresse le plus. Et je vous invite à le faire. C'est le but de cette table des matières. Du coup, sans plus tarder, commençons. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par World of Warship. Si vous êtes fan d'histoire et en particulier de tout ce qui est en rapport avec les bateaux et les navires de guerre, World of Warship est pour vous. C'est un jeu de combat en mer en équipe qui requiert pas mal de stratégie. Vous devrez vous entendre avec vos coéquipiers pour arriver à battre l'ennemi. Pour cela, vous aurez plus de 400 navires historiques répartis dans 11 nations différentes. Ces navires rentrent d'ailleurs dans 4 classes, les destroyers, les croiseurs, les cuirassés et les porte-avions. Donc il y a un style de gameplay qui devrait correspondre forcément à ce que vous préférez. Chacun est différent. Mais outre l'excellent gameplay et le côté compétitif, le jeu est aussi magnifique à jouer avec des bateaux qui sont parfaitement modélisés pour représenter à quoi ils ressemblaient justement à l'époque. Et si vous voulez même, vous pouvez les personnaliser à votre image en appliquant des skins sur vos bateaux afin que ça corresponde mieux à ce que vous préférez. Du coup, n'hésitez vraiment pas à tester World of Warship dès maintenant. C'est un jeu gratuit, donc vous pouvez le tester directement en suivant le lien dans la description et ça vous donnera même un petit bonus de départ avec 200 doublons de navires, le Saint-Louis et le navire premium Emden. Vous aurez 20 camouflages flammes rebelles, 2,5 millions de crédits et 7 jours de compte premium. Et c'est valable pour tous nouveaux joueurs qui suivent le lien dans la description. Un grand merci à World of Warship d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Et maintenant, je vous propose de continuer justement cette vidéo. La première question de la semaine est de Terrafal et il nous pose la question suivante. Est-ce que des câbles vieux de plusieurs années peuvent faire le taf ou est-ce qu'ils ont évolué en ces années justement? Eh bien, ça dépend en réalité des câbles. Si on parle de câbles électriques, ils ne vont pas vraiment changer. Si vous avez un très bon câble électrique, ça ne va pas vraiment faire de différence. Toutefois, un truc qu'il faut savoir avec les câbles, c'est comment ils vieillissent. Pour ceux qui ne savent pas, il y a du métal dans un câble. Hein. Vous avez évidemment du caoutchouc sur l'extérieur qui permet de protéger le câble, mais à l'intérieur, vous avez du cuivre bien souvent. À force de piller ce câble, quand vous l'utilisez ou quand vous le enroulez, souvent ce qu'on fait autour du chargeur ou autre chose, ce câble va petit à petit s'abîmer à l'intérieur, le métal va se fatiguer et finir par bien souvent se briser et quand ça arrive, le câble ne fonctionnera plus tout simplement. Donc, c'est le seul problème avec un vieux câble, en tout cas au niveau électrique. Maintenant, les autres câbles, les câbles d'écran, les câbles, je sais pas moi, USB, tout ça, évidemment, ils évoluent. Il y a des nouvelles normes USB qui sortent, les câbles deviennent normalement plus rapides. Après, il faut quand même en tenir compte, c'est que, par exemple, les câbles HDMI 2.0 existent depuis très longtemps, franchement, pratiquement une dizaine d'années, il me semble. Et du coup, même si évidemment maintenant on a l'HDMI 2.1, beaucoup d'écrans n'ont pas besoin de l'HDMI 2.1. Donc, même dans 5 ans, vous pourriez utiliser un câble HDMI 2.0 si vous avez un écran Full HD, il n'y a pas besoin de plus. Donc, même s'il y a meilleur, si votre appareil ou autre chose n'en a pas besoin, ça ne sert à rien forcément de changer de câble. Donc, oui, des vieux câbles peuvent durer dans la durée. Je dirais même essayer de donner le plus de vie possible à vos vieux câbles. Et quand vous avez fini avec, faites-les recycler, apportez-les aux endroits où ils peuvent justement être correctement recyclés. Bien souvent, les câbles, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à recycler. Il suffit d'enlever, comme j'ai dit, le caoutchouc et puis de récupérer le métal dedans. Et comme c'est du cuivre, c'est assez précieux, donc c'est souvent justement... Il y a un intérêt à recycler. Après, évidemment, des tout petits câbles comme ça a peut-être un peu moins d'intérêt parce que un peu compliqué d'enlever le cuivre facilement, mais bon. Ensuite, pour notre deuxième question de Théodore, il nous pose la question, y a-t-il des grosses différences entre les différents modèles custom d'une même carte graphique et si oui, pourquoi? Alors, oui, il peut y avoir des assez grosses différences. Donc, les modèles custom des cartes graphiques, c'est évidemment les modèles qui ne suivent pas le modèle de référence fait par le constructeur. Donc, je vous donne un exemple quand même. Ça, c'est le modèle référence d'une 6700 XT. Vous verrez dans une prochaine vidéo en live sur Texama. Ça va faire partie d'un concours, ça devrait être plutôt intéressant. Et puis vous avez des modèles custom qui, eux, bien souvent sont beaucoup plus gros avec plus de refroidissement, plus de fonctionnalités. Maintenant, quelle différence vous avez entre différents modèles custom? Ça va bien souvent se jouer au look, évidemment. Il y en a qui vont
faire un look blanc, comme on a pu voir là. Il y en a qui vont faire un look très RGB, alors que d'autres vont faire un look plus professionnel. Le look est assez important pour beaucoup de gens. Le deuxième point qui varie beaucoup, c'est le refroidissement. Certains modèles custom sont pas vraiment meilleurs que le modèle de référence. Alors que certains autres modèles custom sont overkill, ils sont hyper bien refroidis. Donc il y a des énormes différences. Et faites très attention, il y a déjà eu l'arnaque un petit peu, enfin l'arnaque. Si vous voyez une grosse carte graphique, vous pourriez vous dire « Oh, elle est grosse, elle est bien refroidie ». Pas forcément, ne vous faites pas avoir par ça. Le mieux, c'est de regarder des tests. Mais le refroidissement est évidemment un point très important selon moi au niveau des modèles custom. Et le dernier point qui pourrait être important, c'est l'alimentation électrique de cette carte graphique. Alors c'est moins facteur ces derniers temps, je vais être très honnête. Par le passé, c'était quelque chose qui pouvait vraiment affecter l'overclocking. Vous aviez une carte graphique avec un mauvais étage d'alimentation, donc elle avait une mauvaise alimentation électrique. Ben, elle s'overclockait moins, forcément, parce qu'elle avait moins facilement de l'électricité qu'elle avait besoin pour fonctionner plus haut. Maintenant, c'est moins un problème, mais il y a quand même des différences, mais elles ne sont pas aussi grosses que les constructeurs voudraient que ce soit. Parce que quand vous voyez, par exemple, je sais pas moi, les modèles les plus haut de gamme d'une marque versus les modèles plus milieu de gamme, un exemple, ce serait peut-être Aorus, qui est les Aorus Master, et Aorus appartient à Gigabyte, donc il y a aussi les Gigabyte WindForce, qui sont des modèles plus milieu de gamme. Au final, oui, il y a une énorme différence de refroidissement, mais quand vous regardez au niveau des tâches d'alimentation, le modèle milieu de gamme est déjà suffisant en fait. La carte graphique est tellement limitée ces derniers temps par Nvidia et tout ça que vous ne verrez pas de si grosses différences que ça au niveau overclocking. Vous le verrez surtout si la Aorus Master refroidit mieux le modèle WindForce. Mais c'est juste une question de refroidissement. Donc si vous mettez les ventilateurs plus haut, vous pouvez compenser. Donc ouais, moi je dirais que c'est surtout le style et le refroidissement. Et il y a d'autres petites différences, des petits ajouts qui peuvent se faire quand même. Il y a certaines cartes graphiques peut-être avec plus d'output, peut-être plus de port HDMI, plus de DisplayPort. Ça peut être pratique pour vous. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment plus de différence. À part le prix, peut-être aussi. Oui, ça, il y a une différence de prix, par contre. Ensuite, on a une, ou je devrais même dire 2 questions de FireGhost. Essayez de garder toujours une question par commentaire. Vous pouvez poster 2 commentaires avec une question différente dans chaque commentaire. Mais du coup, là, on a 2 questions de FireGhost. On va y répondre. Du coup, la première question, c'est « J'ai bien compris le placement d'un water cooling. » On en a parlé la fois dernière. Mais comment bien placer les ventilateurs du water cooling? En push, pull, peut-être même les deux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le push-pull, donc quand vous avez un radiateur, ça c'est votre radiateur, vous pouvez mettre soit le ventilateur qui souffle de l'air dedans, donc là vous pushez, vous poussez l'air dedans, ou soit vous pouvez le mettre derrière le radiateur, et là, il pull, il attrape l'air à travers le radiateur. Bien souvent, il y a des tests qui ont été faits, et ça dépend un peu de là où vous placez le ventilateur, mais c'est similaire en fait. La température sera à peu près la même. Maintenant, moi, une grosse différence que je vois avec le push versus le pull, c'est quand vous mettez en pull, c'est plus facile de nettoyer le radiateur. Parce que quand vous le mettez en pull, c'est le radiateur qui est en premier. L'air passe en premier à travers le radiateur. Et comme le radiateur a beaucoup de fines, donc de petites ailettes en aluminium qui sont dans le chemin, les poils de chat, par exemple, les poussières ont tendance à se faire coincer là. Elle reste à l'avant du radiateur. Donc ça veut dire qu'après, vous pouvez juste enlever l'avant de votre boîtier et juste souffler un coup avec une bonbonne d'air compressé et genre ça enlève toute la poussière d'un coup. C'est plutôt plus simple. Alors que quand vous mettez le ventilateur par devant, ces poils de chat, ces poussières, c'est même des trucs de vos vêtements vont passer à travers le ventilateur parce que le ventilateur est fait pour laisser passer facilement l'air et vont se coincer entre le radiateur et le ventilateur. Et là, c'est beaucoup plus embêtant parce que vous devez enlever le ventilateur pour correctement nettoyer le radiateur. Donc, par défaut, moi, j'essaye de toujours mettre en pull. Par exemple, là, les ventilateurs du bas sont en pull et c'est ceux qui font rentrer de l'air, donc c'est eux qui auront le plus de poussière. Et ceux qui sortent, par contre, qui sortent de l'air, ils sont en push. Donc, ils poussent à travers le radiateur. Parce que là, il y a moins de saleté. Et je le vois d'ailleurs, il y a un des ventilateurs du bas qui commence à être un petit peu sale. Donc, il faudrait que je le nettoie. Alors que ceux du haut n'ont presque rien. Donc, yep. Moi, je préfère le pull. Après, évidemment, ça dépend un petit peu aussi de votre placement au niveau de votre ordinateur et tout ça, mais c'est ce que je préfère. Des fois aussi, le pull est moins joli au niveau look
parce que vous voyez peut-être les ventilateurs, ils ne sont pas cachés derrière le radiateur, si c'est à l'avant, ou alors justement, vous voulez les voir, mais si vous mettez le radiateur au-dessus, vous ne les voyez plus parce qu'il y a le radiateur devant. Donc, c'est une question aussi de goût, mais d'un point de vue pure performance, il n'y a pas une énorme différence. Ça dépend énormément du boîtier, du placement des ventilateurs et tout ça. Et il y a aussi évidemment l'alternative du push-pull, où là, vous mettez un ventilateur en push et un ventilateur en pull. Mais bon, là, ça devient un peu plus véloce, mais ça marche pour ceux qui se demandent. Et sa deuxième question, du coup, à Monsieur FireGhost, comment on peut avoir plus facilement des ports USB sur PC? Les hubs sont fragiles et peu fiables, des idées. Alors, les hubs peuvent être mauvais si tu prends une mauvaise marque, mais si tu prends une bonne marque, en réalité, les hubs marchent plutôt bien. Moi, j'utilise un hub pour tous mes USB parce que j'ai un bureau qui peut monter et descendre. Donc, j'ai pas envie d'avoir un câble pour chaque périphérique USB sur le bureau, ce serait un peu compliqué. Donc, j'ai un hub. Comme ça, j'ai un seul câble qui va vers le PC. Et honnêtement, il n'a aucun problème en fait. Donc, j'ai déjà eu des hubs qui ont eu des problèmes, mais depuis que j'en ai pris un d'une bonne marque, il n'a pas de problème. Donc, essayez juste d'en prendre un d'une bonne marque. Pour ceux qui se demandent les bonnes marques, bon déjà, toutes les marques inconnues que vous voyez sur Amazon, c'est pas des bonnes marques, ok? Donc moi je pense surtout, vous avez ICDock qui a des hubs USB, Sabrent a des hubs USB qui marchent plutôt bien. Vous avez, il me semble, Anker. Anker est une marque assez connue, c'est un ancien de Google qui a fait Anker. Et il respecte toujours à fond les normes, surtout au niveau USB. Eux, leurs hubs sont plutôt bons, si vous en trouvez un qui convient à vos utilisations. Mais ouais, moi, je dirais le meilleur moyen de rajouter des ports, ça reste quand même un hub USB. Vous pouvez aussi rajouter des hubs internes USB pour des USB internes, mais voilà. Ou alors, vous pouvez utiliser une carte PCI Express que vous mettez dans un slot PCI Express sur votre PC qui rajoute des ports USB. Ça, c'est ce qui marche évidemment le mieux, parce que là, c'est la meilleure façon de le faire. Ce sera souvent de meilleure qualité qu'un hub externe, parce que le hub externe prend un seul port USB et puis le multiplie. Alors que la carte que vous mettez dans un slot PCI Express utilise de la bande passante qui était peut-être pas utilisée dans le PC et le transforme cette bande passante en port USB. Donc là, vous ne prenez pas un port USB pour en avoir plusieurs, vous en rajoutez réellement plusieurs. Donc c'est la meilleure solution. Le problème, c'est si vous mettez une carte d'acquisition, une carte avec des ports USB, bien souvent, vous allez peut-être limiter votre carte graphique parce que ça va séparer les lignes PCI Express entre votre carte graphique et cette carte justement PHY. Alors, sur certaines cartes mères, vous pouvez regarder. Des fois, c'est pas toujours, hein, mais le slot le plus bas ne dépend pas du processeur, il dépend du chipset, qui est ici plus ou moins. Et du coup, ça ne devrait normalement pas sacrifier les ports USB, la bande passante de votre carte graphique. Le mieux, c'est vous mettez une de ces cartes dans un slot PCI Express et puis vous allez voir dans GPU-Z, qui est un programme gratuit, et vous regardez à quelle vitesse fonctionne votre carte graphique. Il vous dira x8 ou x16. Donc ce serait le meilleur moyen de vérifier pour ceux qui veulent vérifier. Mais ça, c'est la meilleure façon. Mais moi, je préfère quand même le hub USB. Aussi, si vous êtes sur Intel et que vous avez du Thunderbolt, vous pouvez utiliser ça parce que ça utilise des lignes PCI Express. Et là, vous aurez vraiment plusieurs ports USB à full bande passante et tout. Donc ça peut être aussi une solution, mais ça coûte plus cher, les hubs Thunderbolt. Et à part ça, je vois pas vraiment d'autres solutions. Donc, yep, à vous de voir. Mais un bon hub USB, ça fera l'affaire. Ensuite, nous avons une question de Marshmallow qui nous pose la question suivante. Je vois de plus en plus de gens undervolter leur carte graphique et certains arrivent même à augmenter leur performance de cette manière car moins de chauffe et donc la carte ne se bride pas. Je me demande donc pourquoi les constructeurs ne pensent pas à faire ça directement sur les paramètres d'usine des cartes. Alors oui, l'undervolting marche plutôt bien et permet même de gagner en performance, surtout sur les cartes qui sont limitées en termes de chaleur, mais même pas que. Moi, ma 3090 que vous avez ici, elle est undervoltée en permanence et elle fonctionne à une plus haute fréquence que de base. Donc, ça veut dire que j'ai plus de performance que de base tout en consommant moins. Donc, en charge maximum, je pense que je monte à 300 watts, alors qu'une 3090 classique, elle fait 350 watts, voire même 380 watts. Donc ça fait une bonne diminution. Et cette électricité qui n'est pas consommée, c'est aussi moins de chauffe dans la pièce. Donc c'est plutôt cool. Donc l'undervolting, c'est génial. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Maintenant, pourquoi les constructeurs ne le font pas? Si ça marche si bien que ça, pourquoi ils ne le font pas directement? Alors ils l'ont déjà fait, pas pour les cartes graphiques, mais pour les CPU. Certains
constructeurs d'ordinateurs portables notamment vendaient des ordinateurs avec un CPU undervolté. Il me semble que Asus l'a fait avec certains Zephyrus et il me semble aussi que c'était Gigabyte avec la gamme Aero qui en avait fait quelques-uns, mais je ne suis plus si sûr. Mais ça a déjà été fait. Maintenant, la question pourquoi ils ne le font pas toujours, c'est que c'est un peu compliqué parce qu'il faut tester chaque carte graphique. Une carte graphique va être géniale et va fonctionner avec un undervolting hyper... Genre, vous allez vraiment pouvoir diminuer sa consommation, diminuer le voltage. Mais une autre, ça ne marchera pas aussi bien. Il y a toujours un minimum parce que tous les constructeurs, ou plutôt tous les designers de puces, que ce soit AMD, Intel et Nvidia, laissent toujours des marges. Et c'est pour être sûr que ce soit toujours stable. Ils laissent toujours une marge qui, des fois, justement, augmente la consommation, mais ça leur permet d'être vraiment sûr. Et vous pouvez quand même enlever cette marge et vous en sortir. Maintenant, la raison pour laquelle, bien souvent, les constructeurs ne le font pas, en plus que ça prend du temps de tester tout ça, c'est que ça pourrait introduire des instabilités. Et du coup, si une carte graphique est instable, si un ordinateur est instable, c'est un consommateur qui n'est pas content, c'est un retour, ça coûte de l'argent. Voilà, ils ne veulent pas prendre le risque, en fait. Donc, des fois, ils le prendront si c'est pour bien souvent un CPU Intel, parce qu'il y a beaucoup de marge sur les CPU Intel au niveau undervolting en réalité. Ils pourront prendre le risque, mais en restant très conservateurs. Mais pour les cartes graphiques, ils ne le feraient pas. Parce que là, c'est trop compliqué pour les cartes graphiques. Il y a beaucoup trop de paramètres. Ça peut varier d'un jeu à l'autre. C'est juste trop compliqué. CPU, c'est facile à tester. Vous le chargez à 100% dans un programme très lourd. Il tient, c'est bon. GPU, ça peut énormément varier. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis, vous n'en trouverez jamais de GPU undervolté par un constructeur, certainement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devrez pas le faire par vous-même, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Il y a certains, par contre, vendeurs d'ordinateurs qui le font par eux-mêmes. Donc, vous pouvez acheter un ordinateur d'une boutique qui va undervolter pour vous parce qu'eux vont prendre le temps de faire les tests, en fait. Donc ça se fait. Mais un constructeur direct, non. Vous ne le verrez certainement pas pour une carte graphique. Ensuite, on a une question de Me qui nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que ça prend plus de temps de copier ou de déplacer des fichiers que de les effacer? Bien, la réponse est très simple. Parce que tu les effaces pas vraiment. En fait, quand tu effaces un fichier sur un disque dur ou un SSD, ce qui est fait, c'est que le système d'exploitation, donc Windows, va juste être en mode « Ah, j'oublie où c'est. » Il oublie juste où c'est. Et comme il oublie où c'est, après, quand il repasse pour enregistrer des données, il va juste les enregistrer par-dessus. Il s'en fiche. Pour lui, il n'y a rien là. Il a oublié où c'était. Et du coup, c'est pour ça que c'est très rapide, parce que vous ne supprimez pas vraiment les données, vous supprimez juste dans un fichier d'indexage quelque part, le truc qui disait « Hey, le fichier MP3 ou la vidéo, elle était là, à partir de cette adresse. » Du coup, c'est hyper rapide. Alors que copier ou déplacer, là, c'est différent. D'ailleurs, déjà, couper fait toujours copier, pour ceux qui ne savent pas. Quand vous coupez, collez quelque chose, il va le copier, puis il va le supprimer après. Donc, il faut toujours mieux, moi je dis, de faire copier, coller, et puis après le supprimer manuellement, comme ça vous êtes sûr que tout se passe bien. Surtout si c'est des documents importants. Ça ne fait pas de mal. Mais sachez-le que, oui, couper, c'est juste copier en fait. Et la raison pour laquelle ça prend du temps, par contre, là, c'est qu'il doit prendre chaque donnée. Souvent sur un disque dur, ça prend encore plus de temps parce que les données sont réparties un peu partout. Et les remettre à un nouvel endroit. Et du coup, là, oui, c'est beaucoup plus long forcément que juste oublier où c'était. Donc, ouais. Ce serait bien de pouvoir ranger comme ça dans la vraie vie. Vous imaginez, vous devez vider votre poubelle, vous oubliez qu'elle est là, et genre elle est vide. Ce serait génial. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ensuite, on a une question de Boris Schaffner qui nous pose la question. Combien de temps peut-on garder une alimentation PC? Quand est-ce qu'il faut la changer? Alors là, cette question est assez compliquée parce qu'en réalité, une alimentation PC de bonne marque, de qualité, peut durer extrêmement longtemps. Genre, j'ai déjà vu des alimentations de vieilles de 20 ans qui tournent nickel, aucun problème. Donc, si vous achetez maintenant une bonne alimentation de chez Seasonic, Asus, Corsair, Be Quiet ou autre chose, une de leurs meilleures, de bonne qualité et tout, elle pourrait vraiment durer 20 ans sans aucun problème. Maintenant, il y a toujours un moment où même un truc de très bonne qualité va finir par avoir des problèmes. Le plus gros coupable serait certainement le ventilateur, parce que le ventilateur, lui, va accumuler des poussières dans son roulement et va faire de plus en plus de bruit, ou peut-être le ventilateur va arrêter de fonctionner, ça c'est fort probable. Et sans ventilateur, une alimentation ne va pas survivre très longtemps. Et donc, elle va finir par mourir. Maintenant,
Est-ce que vous devez juste attendre qu'elle finisse par mourir ou est-ce que vous devez la changer avant? Ça, c'est une autre question compliquée. Si vous avez une bonne alimentation, normalement, elle va mourir de manière respectueuse pour votre PC. C'est-à-dire que si vraiment il y a un problème, il y a des sécurités en place qui feront que ça ne tuera pas votre PC. Et du coup, un jour, vous allez juste essayer d'appuyer sur le bouton Power, ça ne marchera pas, ou alors vous serez en plein jeu, et d'un coup votre PC va se couper, vous essayerez de le relancer, ça ne marchera pas. Mais si vous changez l'alimentation, tout fonctionne. Ça, c'est la meilleure fin, c'est la fin heureuse. Maintenant, la fin moins heureuse, c'est si vous avez une alimentation plus milieu de gamme, qui a peut-être... Il y a eu un petit oubli sur certains trucs, ou ben, elle n'a pas été parfaitement testée pour tester toutes ses limites, ça pourrait tuer un composant. Donc là, ça devient une question de oui, quand je la change, en fait. Et là, c'est honnêtement impossible à répondre, parce que elle pourrait mourir dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas trop, en fait. Donc, moi, ce que je dirais, c'est remplacer une alimentation quand elle commence à faire du bruit au niveau du ventilateur, déjà. Parce que si le ventilateur fait du bruit, c'est qu'il commence à rendre l'âme. Et un ventilateur qui rend l'âme va faire chauffer plus l'alimentation et tout ça. Je vous dirais aussi de tout souvent nettoyer votre alimentation avec de l'air compressé. Ne soufflez jamais dedans. Ça mettrait de l'humidité. Air compressé sec d'ailleurs aussi. Si vous avez un compresseur, assurez-vous qu'il soit sec, l'air qui sort de votre compresseur. Et juste, voilà, essayez de l'entretenir correctement comme ça. Et oui, quand vous entendez un bruit de ventilateur, je dirais que c'est le moment de commencer à penser à remplacer. Vous pourriez aussi monitorer les tensions pour voir si peut-être le 12 volts qui sort de l'alimentation est peut-être un peu trop élevé ou pas assez élevé. Ce serait bien, par exemple, de les regarder les tensions quand vous avez reçu l'alimentation, de les noter peut-être. Parce que chaque alimentation n'est pas exactement à 12 volts. Il y en a une qui est un petit peu plus haut, une un peu plus bas. Vous regardez à ce qu'elle était quand vous l'avez acheté. Vous regardez 5 ans plus tard. Et vous regardez s'il y a eu des variations. Si elle est toujours à peu près au même niveau, normalement, ça veut dire qu'elle fait toujours très bien son job. Si par contre vous commencez à avoir des variations, c'est qu'elle commence à avoir des problèmes. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que vous pourriez juste avoir un capacitor quelque part d'alimentation qui d'un coup va exploser et juste lui faire rendre l'âme en fait. Donc, ouais, c'est compliqué. S'il y a un électricien dans les commentaires qui peut nous donner peut-être plus de conseils là-dessus sur quand est-ce qu'il faut remplacer justement du matériel d'alimentation électrique, je serais assez intéressé. Mais moi, c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Si ça commence à faire du bruit, si les tensions deviennent un peu bizarres, que l'alimentation est instable en quelque sorte, c'est là que je penserai à la remplacer. Ensuite, nous avons une question de Corentin Roy qui nous pose la question suivante. À partir de quel moment est-il intéressant de rajouter de la RAM à son PC? 8 à 16 Go, 16 à 32, 32 à 64. Et quel est l'effet d'une telle update? Merci à toi qui nous dit. Merci à toi aussi, Corentin, pour la question. Eh bien, ça dépend de ton utilisation, en fait, tout simplement. Alors, ça dépend de l'utilisation, mais aussi des prix, je dirais, de la RAM. Si la RAM est vraiment pas chère, autant faire une petite upgrade et te faire plaisir. Peut-être que tu te rends pas compte que tu es un peu limité en RAM. Ça fait pas de mal. Je dirais que actuellement, si vous avez 8 Go de RAM, passer à 16 Go, franchement, ça fera la différence, surtout si vous jouez à des jeux vidéo. Maintenant, est-ce que vous devriez passer de 16 à 32? Là, encore une fois, il faut voir. Juste lancez votre jeu favori, lancez votre tâche favorite qui utilise beaucoup de RAM, par exemple Chrome, et juste regardez si vous atteignez la limite de RAM. Si vous n'atteignez pas cette limite, c'est bon. Si vous l'atteignez, peut-être qu'il faudrait upgrade vers une plus grande capacité de RAM. Maintenant, est-ce qu'il y aura un effet positif? Bon, forcément, si vous prenez de la RAM plus rapide, vous avez un effet positif. Mais imaginons qu'ici, on rajoute juste 2 barrettes de 8 Go chacune dans un PC qui en avait déjà 2. Donc, vous passez de 16 à 32 Go. Est-ce qu'il y aura une upgrade au niveau performance en faisant ça? Il y en aura une petite en réalité. Parce que quand vous utilisez 4 barrettes, alors ça ne fait pas du quad channel sur la plupart des processeurs, parce que la plupart des processeurs supportent seulement du dual channel, c'est-à-dire que il sépare les données sur 2 barrettes de RAM pour être plus rapide. Donc, vous n'aurez pas ce gain de performance, je tiens à le préciser. Vous n'aurez pas du quad channel et un gain de performance dans ce genre-là. Mais il y a réellement une petite upgrade de performance en mettant 4 barrettes. Parce que, comme il y a quand même plus de barrettes, et qu'elles fonctionnent du coup en double dual channel, le processeur a un peu plus de maniabilité avec les données. Il peut mettre les données sur certaines barrettes et tout. Ou sur le deuxième groupe de barrettes. Et par exemple, si vous avez 2 tâches qui utilisent de la bande passante sur votre RAM,
il peut avoir une des tâches qui tourne sur un set de 2 barrettes et l'autre tâche tourne sur l'autre set de 2 barrettes. Donc c'est pour ça que des fois vous avez des gains de performance. Il y a des tests qui ont déjà été faits. En réalité, dans les jeux vidéo, ça donne un petit boost de performance. Alors ça ne veut pas dire que vous devriez aller acheter 4 barrettes de RAM parce que bien souvent ça coûtera plus cher. Et aussi bien ce plus cher, ben, vous auriez pu acheter juste de la meilleure RAM plus rapide, donc prendre la 3200 MHz au lieu de la, je sais pas moi, 2600 MHz. Et c'est là que vous allez avoir un plus gros gain, ok? Donc, c'est pas parce que vous gagnez quelque chose qu'il faut le faire. Il faut regarder s'il n'y a pas une façon plus facile d'upgrade les performances. Et bien souvent, prendre quelque chose de plus rapide sera le plus facile. Mais il y a un petit gain. Mais après, ouais, je compterai pas non plus trop là-dessus. Et du coup, voilà. C'est comme ça que moi je verrai. Avez-vous besoin de plus de RAM? Bah oui, faites-le. Si la RAM coûte vraiment pas cher et qu'il serait peut-être temps d'upgrade, bah oui, faites-le peut-être. Ensuite, nous avons une question de Dragonheart qui nous dit qu'est-ce qui va définir un meilleur radiateur? Il y a même une deuxième question en réalité. Alors, un meilleur radiateur, il y a 3 points moi que je vois. Premier, c'est la surface de dissipation. Donc, c'est la surface en métal qui est au contact de l'air pour dissiper de la chaleur. Donc, plus le radiateur est gros, plus il dissipe de chaleur bien souvent. Le deuxième point, c'est la convection de ce radiateur. Vous pourriez avoir un énorme bout d'aluminium qui a beaucoup de surface avec l'extérieur et puis juste le mettre sur un processeur. Ça ne marchera pas très bien parce que la chaleur va avoir du mal à traverser justement l'aluminium. Donc là, on parle d'avoir des heat pipes, des coalducs. On parle d'avoir une base en cuivre qui transfère mieux la chaleur. Donc ça, c'est aussi très important. Donc pas juste la taille. Et le troisième point assez important, c'est évidemment le ventilateur. Donc là, si vous avez un bon ventilateur qui arrive à bien brasser l'air à travers le radiateur, vous aurez des bien meilleures températures que un ventilateur un peu cheap qui a du mal à pousser l'air à travers le radiateur. Une petite question de Louis en rapport avec la RAM justement. Est-ce que passer d'une RAM 2133 MHz à 3000 MHz change réellement quelque chose? Quel gain approximatif? Alors, il me semble avoir répondu à cette question. C'est peut-être possible que j'ai juste parlé dans un texte à chaud. Oui, vous aurez un gain. Forcément, vous avez un gain. Maintenant, il faut évidemment que le processeur le supporte, cette vitesse supérieure. Certains processeurs ne supportent pas forcément les plus hautes vitesses qui existent en termes de RAM, donc faites attention à ça. Et il faut la régler correctement. Il faut activer le profil XMP. Il faut activer le AXMP ou peu importe son nom sur les cartes mères AMD pour que ça fonctionne, évidemment. Et là, vous aurez un gain. Oui, il y a un gain et il est pas négligeable. Alors, il varie énormément d'une tâche à l'autre, donc je ne peux pas te donner un gain approximatif. J'ai déjà vu des gains avec de la RAM qui étaient de 20-30%. J'ai déjà vu des gains, par contre, qui étaient déjà de 4% parce que c'était limité. Ou même, des fois, tu n'auras aucun gain dans certaines tâches. Mais il y a un gain. Et honnêtement, ça vaut la peine. Si vous pouvez vous permettre de prendre un kit un peu plus rapide, avec toujours des timings serrés, le timing, c'est le CL16, vous voyez, qui sont souvent dans le nom, bien, vous aurez vraiment un upgrade de vitesse. Après, faites attention que ça ne coûte pas trop cher. Si vraiment vous prenez un kit qui coûte 2 fois plus cher, là, vous devriez peut-être mettre votre argent autre part pour avoir un gain de performance. Mais ça vaut la peine. Et enfin, on arrive à la dernière question d'aujourd'hui, qui est de Corentin Vélan, je sais pas. Petite question, est-ce qu'un Raspberry Pi peut être un choix intéressant aujourd'hui pour un ordinateur dédié à la bureautique? Sinon, très bonne vidéo. Comme d'habitude, bravo, merci à toi. Eh bien, oui, sans aucun problème. Le dernier, surtout Raspberry Pi, le 4, notamment dans sa version 4 ou 8 Go, est vraiment pas mal pour la bureautique. Alors, c'est pas le PC le plus rapide au monde, faut rester raisonnable, mais ça marche plutôt bien. Maintenant, évidemment, sous Linux, vous pouvez installer Windows sur un Raspberry Pi, surtout la modèle 8 Go, mais je le déconseille personnellement. Si vous êtes prêt à utiliser Linux, et vous avez toutes des suites de bureautique sous Linux, vous avez OpenOffice, LibreOffice et tout ça. Oui, ça marche plutôt bien, vous pouvez vraiment l'utiliser comme PC bureautique. Et il devrait être suffisant pour franchement la plupart des gens. Et ce sera aussi assez économique parce qu'un Raspberry Pi, c'est le modèle 8 Go, il me semble qu'il coûte 80 €. Et si vous prenez le 4 Go, il coûte moins cher. Vous rajoutez un clavier, une souris, un petit écran, vous pouvez recycler un vieil écran aussi. Et vous faites un PC bureautique pour franchement... Vous pourriez en faire un pour vraiment pas cher, quoi. Donc, yeah, ça vaut la peine. Achetez aussi un boîtier pour votre Raspberry Pi, c'est préférable pour éviter qu'il traîne là quelque part. Vous pouvez aussi l'accrocher derrière l'écran, ça c'est plutôt pratique. Mais ouais, ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo de questions-réponses. J'espère que vous avez bien apprécié.
Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Je souhaite de bonnes fêtes à tous d'ailleurs, si je ne vous revois pas dans une autre vidéo. Je vous souhaite aussi un bon Noël pour ceux qui le fêtent, bien que la vidéo sortira le réveillon de Noël. Et ou sinon, n'hésitez pas à aller découvrir World of Warship aussi avec le lien dans la description. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!